tout ce blabla pour 2 semaines de chaleur dans l'année. 40 milliards, j'entends des chiffres qui tombent, il faut faire quelque chose et les bâtiments ne sont pas construits correctement. Bah ouais, dis donc en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pauvres, dis donc comment ils font? C'est quand même incroyable. Il fait 2 semaines à peine, quand ça arrive, parce que c'est pas tous les ans. Et on Oui, mais perd ça va notre arriver de plus temps en plus, et on Daniel. perd notre temps avec ces discussions-là. Il faut fermer les écoles, on a trop chaud. Mais Il faut oui. faire attention à bien leur mouiller la nuque et à boire. Mais ça, mais on est sérieux là ou pas? En Poser fait, la toute question. votre réflexion, c'est l'assistanat permanent. Mais c'est pas Tout, le moindre l'assistanat. geste. En Mais fait, c'est des gamins, le Daniel. moindre geste du citoyen dans Mm. cette société, il doit être fait avec quelqu'un qui vous tient la main. Tout. Il fait chaud, il fait trop froid. Donc on fait rien en fait. Donc on laisse On les fait mômes rien du crever tout. de chaud. Il fait chaud, basta. D'accord. Eh ben écoutez, il y a Marina qui va Tu vous ouvres la fenêtre répondre. et tu mets un t-shirt. D'accord. Bah oui, bah, Et enfin, puis alors t'arrêtes de chouiner. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit, justement, cette atteinte aux droits fondamentaux? Vous parlez du droit du travail, du droit à la santé, du droit à l'éducation. Bah, le droit à l'éducation, c'est très simple. En 2030, donc dans 6 ans, 1,3 million d'enfants en école de maternelle, donc des enfants de 2 à 5 ans, vont subir des vagues de chaleur ou des pics de chaleur de plus de 35 degrés directement dans leur école. Or, il est très dangereux pour un enfant de cet âge d'être exposé à cette température. Donc on parle du droit à l'éducation là, mais aussi du droit à la santé. On parle de 100% des écoles de Paris, de Seine-Saint-Denis, des Bouches-du-Rhône ou de Gironde. Le droit à la santé, parce que... Et ça, c'est lié directement, justement, à l'inadaptation des infrastructures. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de climatisation ou il n'y a pas assez d'isolation des bâtiments, quoi. Bah, complètement, ouais. Mm. La plupart des écoles sont aujourd'hui des passoires thermiques et il n'y a pas de plan national d'adaptation au niveau de l'éducation nationale pour permettre à ces enfants d'être protégés contre des conséquences qui sont certaines et qui vont se multiplier. Pour le droit à la santé, c'est également le cas. 5% des hôpitaux risquent de fermer d'ici 2100 à cause des différents aléas climatiques extrêmes, risque d'inondation et vagues de chaleur. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une IRM pour mon pouce. Et j'ai demandé à la dame si l'IRM pouvait fonctionner à une température excédant 22 degrés. Elle m'a dit non. Et c'était déjà arrivé qu'ils doivent fermer le service de l'IRM parce que la chaleur était trop élevée. Bah, c'est une illustration toute bête, mais qui est pourtant parlante, que les hôpitaux fonctionnent de manière optimale entre 18 et 22 degrés. Et pourtant, il n'y a pas d'obligation réglementaire de construire des hôpitaux qui doivent être conçus pour pouvoir subir des aléas climatiques extrêmes ou des vagues de chaleur, tout simplement. Et ça encore, c'est un problème tout simplement de politique publique. Et il suffirait tout simplement d'avoir le courage politique de dire il faut mettre en place des investissements. Certes, ça va coûter de l'argent, mais vous préférez anticiper que de réparer, puisque de toute façon, il va falloir dépenser des milliards d'euros pour pouvoir s'adapter. La dernière question que je voulais évoquer avec vous, justement, sur ces droits fondamentaux, parce qu'on ne peut pas faire les 26, mais c'est quand même la question des droits des salariés qui ne sont pas suffisamment protégés. Vous le dites dans votre rapport, aujourd'hui, il y a 36% des travailleurs qui sont déjà exposés à des chaleurs extrêmes sur leur lieu de travail. Est-ce que vous avez justement plus d'informations par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, quand on parle de chaleur extrême, est-ce que c'est que les personnes dans le BTP ou est-ce que ça va plus loin que ça? Non, effectivement, il y a un rapport de France Stratégie, une note de France Stratégie, qui est une institution, encore une fois, publique, qui est rattachée auprès du Premier ministre ou de la Première ministre. Ce rapport dit qu'il y a 23 métiers qui sont surexposés. C'est effectivement largement des ouvrières et des ouvriers, du BTP mais pas que, la métallurgie, de l'automobile, ou alors des personnes qui travaillent dans des endroits en intérieur où il y a une machine qui chauffe. C'est le cas notamment des boulangers, des pâtissiers, mais aussi des cuisiniers de manière générale, et des personnes qui travaillent en extérieur, les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi la police, aussi l'armée et les pompiers. Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées à cette échelle, de manière coordonnée et générale? La réponse est non. Pas au niveau du ministère du Travail, pas au niveau du Premier ministre, pas au niveau du ministère de la Transition écologique. Il n'y a quasiment rien qui est organisé. Récemment, effectivement, il y a un décret qui a été publié le 28 juin pour permettre, en cas de vigilance orange et rouge canicule, aux ouvrières et aux ouvriers du BTP de se retirer des chantiers, puisque les chantiers seraient à l'arrêt pour les protéger. Ouais, d'être en chômage technique et d'être rémunéré à 75% de leur salaire. Mais ça encore, c'est une illustration en fait de la politique par à coup. En gros, on réagit après l'accident et on se dit genre ah oui, vite, publions un décret plutôt que de prendre des mesures anticipées et coordonnées pour tout le monde. Pourquoi juste les ouvrières et les ouvriers du BTP quand il y a plein d'autres professions qui sont concernées? Pourquoi juste les vigilances orange et rouge canicule alors que c'est également le cas dès qu'il y a un pic de chaleur ou une vague de chaleur? Pourquoi ne pas prendre en compte aussi la température ressentie en intérieur plutôt qu'aussi en extérieur? Ça, il y a aussi il y a des réflexions qui sont en cours. Encore une fois, on est très bon à savoir ce qui va nous arriver, mais on est très mauvais à mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour le faire.
Je recevais l'économiste Éloi Laurent il n'y a pas longtemps qui parlait justement du fait que les vagues de chaleur n'étaient pas du tout prises en compte dans ces politiques d'adaptation et dans les politiques tout court, alors qu'en fait, les effets sur la santé de vagues de chaleur en continu sont aussi totalement délétères. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Simplement pour terminer sur cette question des droits fondamentaux, on a parlé des impacts des vagues de chaleur et des canicules, surtout des canicules, sur les droits fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres aléas climatiques qui vont avoir des impacts directs sur nos droits? Il y a effectivement d'autres droits, notamment le droit au logement, puisque en cas d'aléa climatique extrême, s'il y a une inondation forte et que les politiques publiques n'ont pas su anticiper des crues soudaines, votre droit à un logement décent va également être atteint. Pour revenir sur le droit du travail, il y a 54 travailleurs qui sont quand même décédés entre 2017 et 2022, selon Santé publique France. Et donc, on ne parle pas juste d'un risque de confort, mais vraiment d'un risque, dans ce cas-là, de la dignité humaine, voire du droit à la vie. Et ça, c'est encore un autre droit, du coup, qui est atteint. Et ce que vous dites dans le rapport, justement, c'est que par rapport à tous ces constats-là, on a aujourd'hui des politiques d'adaptation qui favorisent en grande partie les plus riches. Et il y a un exemple que vous donnez qui est assez intéressant de la gentrification verte, qui est aussi dénoncée par le GIEC. Et donc, c'est une forme spécifique de maladaptation qui va privilégier les populations urbaines, en gros, qui ont de l'argent, dans les projets de verdissement urbain. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment ça fonctionne, cette gentrification verte dans les villes? La gentrification verte, c'est une maladaptation. D'abord, du coup, définir peut-être ce qu'est la maladaptation. C'est une mesure qui vise à protéger une certaine catégorie de la population au détriment d'une autre, ou c'est une mesure qui vise à protéger la population, mais au détriment du coup de l'atténuation, donc qui va in fine augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui va avoir des conséquences complètement contradictoires. Donc la climatisation est un très bon exemple de maladaptation, puisqu'on améliore notre confort immédiat, mais en fait on utilise encore plus d'énergie et donc potentiellement, déjà on réchauffe l'extérieur et ensuite on utilise potentiellement des énergies fossiles et donc on augmente les gaz à effet de serre. Exactement. Et c'est le cas pour la gentrification verte, parce qu'en verdissant, donc en faisant de la végétalisation dans certains quartiers, vous allez augmenter la valeur vénale du quartier qui va augmenter le budget, donc du coup ne va pas permettre à des populations qui vivent de manière plus précaire de pouvoir continuer à vivre dans ces quartiers ou d'avoir accès à ces quartiers verts, qui vont du coup pousser ces populations vers des quartiers qui le sont moins. Et donc du coup la gentrification verte, donc le verdissement au profit de personnes issues de CSP+, ou qui ont les moyens, en est une illustration. Mais c'est pas une fatalité. Alors, si vous voulez, plutôt que de le faire de manière ponctuelle et puis ensuite de faire une grosse promo marketing autour de visiter ce nouvel écoquartier ou attention, regardez cette rue piétonne, elle est géniale, et qui va du coup stimuler en fait par le fait de rareté, puisqu'en fait ces endroits sont rares. En fait, si vous le faites de manière massive, les études sociologiques montrent, si vous le faites de manière massive dans tous les quartiers, aussi dans les quartiers populaires, si vous rajoutez ce qu'on appelle des aménités environnementales, du coup une rivière, un cours d'eau, un étang ou un bois, un parc, du coup ça va permettre à la fois de végétaliser massivement, sans forcément associer ça à une augmentation du prix de l'immobilier, mais aussi du coût de la vie, puisqu'il y aura moins de magasins qui vont être destinés à une certaine catégorie de la population plutôt qu'une autre. Et notamment, justement, dans ces politiques d'adaptation qui favorisent les plus riches, vous parlez aussi de MaPrimeRénov', qui est ce dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour essayer de favoriser l'isolation thermique des logements. Est-ce que vous pouvez expliquer justement en quoi ce dispositif il est aussi un exemple de maladaptation, en quelque sorte, ou en tout cas qui n'est pas ajusté aux inégalités? Déjà, il faut savoir que la MaPrimeRénov', ça s'adresse évidemment aux propriétaires, encore une fois, même si c'est aussi possible que les fonds soient débloqués pour des propriétaires qui ne sont pas occupants du logement, donc du coup qui bénéficient à la fin aux locataires. Mais le problème, c'est que ça reste encore au bon vouloir du propriétaire de le faire. Et donc du coup, le locataire ou la locataire se retrouve sans solution et à la merci de son ou sa propriétaire pour être protégé contre les impacts du réchauffement climatique. En plus, on voit que dans MaPrimeRénov', comme pour le fonds Barnier, il y a un reste à charge qui est souvent de plusieurs milliers d'euros pour le propriétaire. Donc il faut être propriétaire, occupant ou pas, avoir la volonté de le faire et en plus avoir la trésorerie nécessaire pour le faire. Donc on voit encore une fois l'imperfection totale de ce dispositif qui a surtout été pensé pour de l'atténuation, donc pour faire des économies d'énergie et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, moins pour que les logements soient adaptés à des vagues de chaleur, au confort d'été ou alors à d'autres aléas du type inondation ou intensification des intempéries, orages, etc.